Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le fauteuil sur la chaîne Twitch TD Actu. Nikinia Simiong, très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches à partir de 17h30 et ce jusqu'à 19h, juste avant le début de vos matchs NFL de cette semaine numéro 12. Ça y est, on est proche, on va dire, de la fin de saison régulière. Les places pour les playoffs valent désormais très cher. Chaque match désormais est important. Et quoi de mieux pour se préparer en m'écoutant ou en me regardant à mes côtés pour le fauteuil, donc jusqu'à 19h. Je rappelle donc que cette émission est sponsorisée par notre partenaire de Paris en ligne, Unibet, ici. Voilà. Unibet qui aura une place dans l'émission, puisqu'il y aura Kevin Renaudet, évidemment, qui va me rejoindre pour les paris en ligne tout à l'heure, juste après le thème de la semaine. Et n'oubliez pas qu'après cette émission, branchez-vous sur M6 Plus pour regarder peut-être la meilleure équipe NFL du moment, les Lions de Détroit en déplacement chez Indianapolis Colts. Donc, c'est un bon argument pour être branché sur M6 Plus. Parce que clairement, quand on regarde les matchs de 19h, on ne va pas se mentir, il n'y a pas trop de choc. C'est un peu déséquilibré, quoi. Voilà, pour la plupart des matchs de 19h. Je vous salue dans le chat, Frikazoid, bonjour, bonjour à Tars Welder, bonjour à toutes et à tous, bonjour à Ira1979 et bonjour à JBR65. Bonjour à toutes et à tous et bonjour tout le monde. Merci à Frikazoid pour son 12e mois d'abonnement, on l'en remercie. Et puis également Nolive 9 pour son 16e mois d'abonnement et on l'en remercie également. Voilà donc pour l'introduction. Voici le programme maintenant du fauteuil. On va faire un peu un point sur l'actualité de la semaine dominée autant par les équipes de New York et de San Francisco. On va parler aussi du débrief du match entre les Browns de Cleveland et les Steelers de Pittsburgh. Juste pour vous rappeler qu'il neige aussi en France, en plus de neiger dans l'Ohio à Cleveland. Ensuite, on parlera d'un thème qui va passionner beaucoup de gens, je pense, dans le chat. On va construire notre quarterback idéal, le meilleur bras, les meilleures jambes, l'intelligence de jeu. Quel est le prototype du quarterback moderne pour la NFL? C'est ce qu'on va tenter de découvrir avec Kevin Renaudet qui sera avec moi dans cette émission. Ensuite, les paris en ligne, évidemment, l'avant-match et puis le quiz pour gagner des cadeaux. Alors malheureusement, on n'a pas l'extension Quiz Kit, mais on va vous expliquer les règles juste avant le quiz de ce week-end, en tout cas de cette émission. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ce sera en fin d'émission. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, on va passer sans plus tarder Camille que je salue d'ailleurs à la technique, sans qui cette émission ne pourrait pas se faire. Salut Camille. Salut à tous, salut. Voilà, Camille qui m'entend très bien. Et Camille, on va afficher l'actualité donc de la semaine avec le jour de match. On va aller directement sur cet article parce que ça concerne évidemment les New York Giants, comme vous pouvez le voir sur l'affiche avec Daniel Jones, qui fait l'actualité évidemment cette semaine, hein. Daniel Jones qui a été coupé par les New York Giants et donc beaucoup d'équipes pourraient être intéressées par le quarterback pour une poste probablement de doublure. Voilà, dès lundi prochain. Donc, à surveiller probablement sa future équipe NFL. En tout cas, cette semaine, avant le début du week-end, ça a fait l'effet, entre guillemets, d'une bombe, un peu avec le départ de Daniel Jones. Il faut dire qu'il était rétrogradé en tant que quatrième quarterback. C'était pas forcément terrible de la part pour le joueur qui était titulaire depuis 6 ans aux New York Giants. Le bilan comptable et même le bilan sur le terrain, en tout cas l'impression qu'il laisse sur le terrain n'est pas bon, clairement. Donc, les Giants ont fait ce choix probablement de manière financière, mais aussi de manière sportive. Alors après, le sportif, on peut toujours se poser la question, puisque le titulaire, ce sera Tommy DeVito à la place de Drew Lock.
Donc, Daniel Jones, qui était relégué en tant que quatrième quarterback, puisque les Giants ont même fait signer Tim Boyle sur la practice squad. Enfin, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, mais si vraiment c'est pour perdre des matchs, les Giants, je pense qu'ils sont bien partis pour le faire. Et comme disait bien Nolive 9, road to the first pick, peut-être. Voilà. Il y a d'autres équipes qui peuvent y prétendre, hein. On a les Jaguars, on a les Raiders de Las Vegas notamment. Voilà, ce sera une belle course en tout cas pour le premier choix de draft. On en a déjà parlé il y a quelques semaines avec Alain Mattei et Jean-Michel Boujard. Et là, on en reparle encore de ce premier choix de draft avec les New York Giants. De toute façon, les Giants, ils ont fait l'actualité en tout cas, même pour des raisons pas très sportives, puisqu'il y a aussi l'effectif qui est un peu déboussolé, notamment des défenseurs qui parlent, même un joueur offensif qui disait je suis pas d'accord avec la coupe de Daniel Jones. Bon, c'est un choix de management. Maintenant, les Giants doivent passer à autre chose pour cette fin de saison. De toute façon, la saison, elle est finie. La saison, elle est finie pour les New York Giants. Et le but maintenant, bah, c'est pourquoi pas de gagner des matchs, de faire émerger des talents. On a Tarion Tracy Jr., on a Malik Nabers, dont on a aussi parlé tout au long de cette semaine. Donc voilà, ce match Giants-Buccaneers, c'était pourtant pas un match auquel on allait avoir l'œil, mais peut-être pour 19h, ça vaudra le coup de surveiller le comportement de l'équipe des Giants face à une équipe des Buccaneers qui sortent même d'une semaine de repos et en plus avec des retours, notamment de Mike Evans au poste de receveur et qui a peut-être libéré quelques joueurs comme Kate Doughton, notamment le Tyen, on en parlera tout à l'heure lors de l'avant-match. Justement, si on va juste en dessous de l'article, on va passer aux blessures et les 49ers qui sont privés probablement de leur meilleur défenseur, avec Fred Warner évidemment, Nick Bossa, le pass rusher qui est absent pour une blessure à l'épaule, et surtout Brock Purdy qui est absent pour une blessure. Ah non, pardon, j'ai inversé. Donc Nick Bossa, c'est à la hanche. Et Brock Purdy, c'est à l'épaule. Ah bah oui, si on n'a pas d'épaule, il ne pourra pas lancer le ballon. Et donc, ce sera Brandon Allen qui va prendre le relais. Alors, Brandon Allen, ce n'est pas un mauvais quarterback. Il a déjà fait des intérims, notamment lors de la blessure de Joe Burrow aux Bengals. Mais aussi, alors je ne sais pas quel est le statut. Je crois que George Kittle, il est, il est là, il me semble, hein. En tout cas, il n'était pas sur la liste des blessés. En tout cas, il est là, mais en tout cas, il aura une ligne offensive. Sauf si Trent Williams, qu'on voit ici dans les incertitudes, ne joue pas. Face à la ligne défensive des Packers et face à un bon pass rush et une bonne couverture aérienne côté des Packers, ça risque peut-être d'être compliqué pour les 49ers s'imposer. D'autant plus, et on en a parlé cette semaine lors de la preview avec Raoul et Jean-Michel, les 49ers ne sont pas dans une bonne situation comptable. Ils sont à l'équilibre, 5, enfin, ah non, dans le négatif, 5 victoires, 6 défaites. Et donc, ouais, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans une division qui est très serrée. Donc, ils peuvent encore y prétendre aux playoffs à 6 matchs de la fin, même si les Cardinals ou les Rams sont peut-être encore un cran au-dessus, on va dire, mais enfin, c'est pas dramatique non plus, mais ces absences tombent limite au mauvais moment. Voilà, c'est un peu dommage pour eux et pour Kyle Shanahan. Donc, on va voir si les 49ers peuvent créer la surprise face aux Packers. C'est ce qu'on verra lors de l'avant-match avec Kevin dans quelques minutes. Également, beaucoup d'absents. Alors, Marshall Latimore, ça fait depuis quelques semaines qu'on a échangé du côté des Commanders, mais il joue toujours pas. Voilà, je me demande si les Saints les ont pas un peu arnaqués là, d'un coup, les Commanders sur ce coup-là. Ensuite, on a les Cowboys qui n'ont pas de ligne offensive avec Zach Martin. Déjà, ils n'ont pas de quarterback. Donc, maintenant, il n'y a plus de protection. Donc, alors, je ne sais pas qui va être le titulaire. Je pense que c'est Cooper Rush toujours, à la place de Trey Lance. Donc il ne joue pas. Et puis, il y a Trevon Diggs également qui ne joue pas. Bon, déjà qu'en défense, c'était pas terrible avec lui. Donc, ça sera peut-être un peu moins qualitatif sans lui. Darren Bland, je pense, est blessé également. Donc, c'est les deux cornerbacks principaux qui sont blessés.
Pacheco ne devrait pas être opérationnel ce week-end, nous dit Mika NFL. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Isaiah Pacheco, et d'ailleurs, c'est marqué sur l'article. Andy Reid l'a annoncé, il est absent. Il y a également Devonta Smith, le receveur des Eagles, hein, blessé également. Il s'est blessé aux adducteurs, tout comme Terrion Arnold, également absent pour la même blessure. Pour les Lions de Détroit, je vous rappelle ce rendez-vous, Colts Lions sur M6+, juste après le match, juste après le fauteuil, évidemment, et c'est avec Alain Mattei et Grégory Richard. Juste en dessous, vite fait, une petite transaction qui a peut-être son importance sur la ligne offensive des Chiefs. DJ Humphries, ancien tackle offensif des Cardinals, qui va donc renforcer les Chiefs de Kansas City. Voilà, Kansas City qui attire encore un joueur, bon, qui a été blessé, certes, mais tout de même, hein, c'est un joueur d'expérience, un joueur qui va aider une ligne offensive des Chiefs où le poste de tackle est un peu moyen en termes de qualité, on va dire. Donc, c'est un peu compliqué là aussi à ce poste-là, mais bon, on peut faire confiance à Andy Reid et à tout le coaching staff offensif des Chiefs pour pouvoir le développer et le maintenir en bonne condition. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de la semaine et on va passer au débrief du match entre les Cleveland Browns et les Pittsburgh Steelers. Alors c'est dommage, j'ai pas un décor de Noël là à mes côtés. Bon, c'est dommage, peut-être que lui, il a ce décor de Noël avec lui, mais il est avec nous, Kevin Renaudet. Et alors, je sais pas s'il apparaît, mais oui, il apparaît, il est avec moi. Salut Kevin, comment tu vas? Salut Nitinia, ça va super bien. Et toi? Eh ben écoute, hein, ça va, merci. Alors je sais pas s'il y a eu de la neige chez toi, mais en tout cas cette semaine en France, pour ceux qui sont en France, en tout cas il y en a eu, pour ceux qui habitent notamment dans le nord de la France. Donc je sais pas pour toi. Non, exceptionnellement, la neige est tombée à Paris avant le Québec. Donc, écoute, c'est quand Ah même assez ouais. exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel, ouais. Franchement, en plus après sur les réseaux sociaux, tu as tout le monde voilà, qui font des jolies petites vidéos, des jolies stories, voilà. Et puis je me suis dit, ah, c'est le thème de la semaine ou quoi, voilà, de voir la neige qui tombe, alors que c'est juste un temps normal, hein, j'ai envie de dire. Donc, Ouais. bon, voilà. Mais bon, non, quand même, ça reste exceptionnel de voir de la neige en novembre. À l'approche de Thanksgiving, hein, puisque la semaine prochaine, on va débriefer. Il y aura 4 matchs de Thanksgiving à débriefer avec toi, probablement, Kevin, la semaine Ouais. prochaine. Mais là, concentrons-nous sur la neige de l'Ohio avec donc cette victoire des Cleveland Browns face aux Pittsburgh Steelers 24-19. Le titre du résumé de la Matéi, Jameis Winston, la tempête de neige. Il faut dire qu'au début du match, il faisait super beau, on va dire, en tout cas sur l'écran de télé. La pelouse était bien verte. Et puis, en fin de match, bah, ça s'est transformé en une poudreuse, on va dire, clairement. Et c'était assez bizarre de voir ce changement de décor en pleine soirée, Kevin. Ouais, c'était assez impressionnant. Bah, on voyait des petits flocons tomber au début du match, mais bon, on se disait, bon, c'est la petite neige décorative de Cleveland. Et puis, ouais, début de troisième quart-temps, ça a commencé à tomber jusqu'à ce qu'on voit plus grand-chose. Bon, ça a amené plein de choses intéressantes parce que bah, les équipes s'étaient pas du tout préparées, donc les joueurs étaient pas habillés en conséquence. Les plans de jeu étaient pas course, course, course comme on peut voir d'habitude quand il y a un match enneigé dès le début. Ah oui, Donc, ça a donné c'est clair. vraiment un très, très beau spectacle en deuxième partie de match. Oui, un très beau spectacle, d'autant plus à la mi-temps, c'est Cleveland qui menait 10-3, bon, dans un match qui a un peu tardé à se lancer, mais sinon, au final, ça a donné 24-19 pour les Cleveland Browns. Les Cleveland Browns qui restaient sur une victoire sur les 8 derniers matchs. Pittsburgh restait sur 5 victoires consécutives. Est-ce qu'on peut parler de victoire surprise? Oui, bah, c'est clairement une surprise. Après, on avait vu des Browns quand même mieux depuis que Jameis Winston avait pris le pouvoir. Ils avaient manqué de chance ces dernières semaines pour rajouter au moins une victoire à leur bilan. C'est chose faite là, face aux Steelers. Mais bon, c'est certain que la neige a quand même égalisé un peu le niveau des deux équipes et permis aux Browns de l'emporter, même si les Steelers ont fait un beau retour quand même en fin de match.
Voilà, donc le scénario est le suivant. Les Steelers qui étaient même passés devant, ils menaient 18-6, pardon, les Browns de Cleveland. Puis ensuite, les Steelers reviennent et me passent même devant à 19-18 jusqu'à cette série offensive de la victoire symbolisée par Nick Chubb. 20 courses, 59 yards, 2 touchdowns. Nick Chubb est-il de retour, Kevin? Ouais, c'est un peu la renaissance de Nick Chubb sur ce match. On le sentait un petit peu rouillé, mais ce qui est normal avec la blessure énorme qu'il a eue la saison dernière. On sentait qu'il avait un peu de mal à revenir. Là, bon, ça semble être une renaissance pour lui, un très beau match comme on avait l'habitude de voir Nick Chubb les saisons précédentes, donc à confirmer sur les prochaines semaines. Mais c'est beau de le revoir avec 2 touchdowns dans ce match. Voilà, un touchdown on va dire, en milieu de deuxième quart-temps, et puis ensuite un touchdown en fin de match pour donner la victoire. On n'a pas parlé de Jameis Winston après, voilà, après des discours un peu farfelus, voire parfois un peu loufoques, comme on dit, et notamment cet après-match incroyable où il peut te sortir une phrase sur, voilà, sur l'église, sur la météo, sur les, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu peux penser de son match à Jameis Winston parce que il fait un match à 18 sur 27, 219 yards, une interception et même un fumble perdu. Bon, c'est le Saint James Winston plutôt sobre, mais pas flamboyant. Ouais, bah c'est le divertissement. Donc, tu l'as dit en avant-match, en après-match, pendant le match. Voilà, c'est le genre de joueur qu'on aime voir sur un terrain de NFL. On s'ennuie jamais avec Jameis Winston. Je suis quand même un peu surpris de la ligne de stats qui est vraiment pas flatteuse par rapport à son match, qui visuellement était plutôt honnête et plutôt bon. Donc oui, les stats sont pas dans son sens, mais bon, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que Deshaun Watson offrait. Jameis Winston offre Ouais. quand même de belles perspectives aux Browns pour la fin de saison. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est vraiment le divertissement et c'est toujours agréable à le voir évoluer. Et j'ai oublié un touchdown à la course, hein, pardon, hein, pour Oui. réussir, pour enfoncer les Steelers à 18-6 à ce moment-là. Et en plus, avec la conversion à 2 points qu'il réussit pour, il me semble, que c'était David Njoku qu'il avait reçu. Voilà, donc les Cleveland Browns donc, qui s'imposent. L'homme du match se trouve peut-être en défense, finalement, Kevin, avec l'excellent Miles Garrett. 3 sacs pour lui dans ce match. Mais c'est surtout parce qu'en face, du côté des Steelers, donc 4 sacs subis. Est-ce que finalement, l'attaque là, de Steelers, est-ce que c'est vraiment à leur niveau? Ou est-ce que c'est vraiment décevant au point voilà, de les voir vraiment galérer contre les Cleveland Browns, alors que Cleveland c'est quand même sur 8 défaites en 9 matchs? Ouais, bah c'est toujours un peu le problème de cette attaque des Steelers cette saison. Ça a du mal quand même à performer. La semaine dernière, ils battent les Ravens avec, je pense, 5 ou 6 field goals de Chris Boswell. Voilà, C'est ça. ça a beaucoup de mal à conclure les actions et à aller vraiment au bout. Voilà, Russell Wilson, c'est pas la mobilité qu'il pouvait avoir dans ses jeunes années aux Seahawks. Le fait de ne plus avoir Fields, bah, voilà, on prend un peu plus de pression et c'est plus compliqué. Et quand on a un Max Garrett déchaîné comme ça en face, bah, ça pardonne pas à 3 sacs. Voilà, ça aurait même pu en faire plus au final. Ouais, ça aurait pu en faire plus parce qu'en plus des 3 sacs, il met 6 pressions en fait de Miles Garrett dans ce match. Mhm. 21 sur 28, 270 yards, un touchdown pour Russell Wilson. Lui, par contre, c'est bien flatteur par rapport à l'impression qu'il nous donne parce que clairement, il a dû courir parfois pour sa vie, mais en même temps, il n'a pas su euh, créer une connexion, on va dire, assez fiable, notamment avec George Pickens, seulement 4 réceptions, 48 yards. Pas de Freiermuth, ça peut aller. 4 réceptions, 59 yards. Mais voilà, on attend quelque chose en attaque de cette équipe de Pittsburgh, mais on a l'impression qu'après 12 semaines, on a l'impression que cette attaque ne va jamais décoller, Kevin. Ouais, ouais, c'est un peu bizarre. Et puis, on a senti un peu un Mike Tomlin un peu en mode expérimental hein, quand il fait rentrer un peu Justin Fields au quatrième quart. Il sort Russell Wilson. Fields claque quelques courses. Je pense qu'il fait genre 25 yards. Sur ce match-là, à la course, après Russell Wilson revient, plutôt intéressant à la passe, hop, il ressort. Enfin, c'était vraiment bizarre et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en NFL, une alternance comme ça entre deux quarterbacks. Ça a eu l'air de fonctionner au moment où ils l'ont fait, même s'il y a la défaite au bout. Mais oui, ça a vraiment du mal à trouver son rythme pour le moment, offensivement.
Parce que voilà, si la défense, en plus la défense a été quand même bien contenue, seulement un sac concédé par Jameis Winston, il n'y a pas eu vraiment de pression, notamment de la part de TJ Watt ou même dans l'intérieur de la défense de Cam Ward. Seul Nick Herbig est venu saquer le quarterback. Mais voilà, qu'on n'a pas une interception de Micah Fitzpatrick, dès qu'on n'a pas un sac ou deux de TJ Watt ou une interception miraculeuse de Peyton Wilson, cette équipe des Steelers, finalement, est-ce qu'elle est un peu limitée finalement? Est-ce que le bilan finalement de la saison, 8 victoires, 3 défaites, il est flatteur? Bah, il est quand même flatteur parce qu'il y a eu un calendrier quand même parmi les plus aisés, on va être honnête. Même si voilà, on est en NFL, il faut les gagner ces matchs-là, mais malgré tout, ils ont quand même été souvent favoris avec une équipe qui est pas parmi les 5 meilleurs de la ligue. Et puis on en revient aussi à ce qu'on disait la semaine dernière avec les flops. Patrick Quinn, encore une fois, assez anonyme. Il donne pas ce qu'il doit donner dans cette équipe et ce petit plus par rapport à TJ Watt. Quand TJ Watt fait un moins bon match, bah, Patrick Quinn, c'est le joueur qu'on doit voir beaucoup sur le terrain et qui doit donner ce supplément d'âme. Il l'a encore pas donné. Et voilà, c'est ça aussi qui manque à la fin. Malgré 7 plaquages, hein, quand même, Patrick Quinn et une passe défendue, mais c'est vrai qu'il a laissé quand même un petit peu plus d'espace et il n'a pas su stopper Nick Chubb notamment à la course, qui est probablement l'homme du match, donc du côté des Cleveland Browns avec ses 2 touchdowns et donc une victoire surprenante 24-19 donc des Browns avec cette troisième victoire donc de la saison et puis les Steelers qui restent tout de même en course pour la tête de la FC Nord avec 8 victoires, 3 défaites. Mais attention, les Ravens peuvent désormais rattraper leur retard. Alors les Ravens, je crois qu'ils sont en bye week, il me semble, cette semaine, si je dis pas de bêtises, mais Non, il joue cette semaine. non, Il non, joue, ils il joue jouent. les Colts, je crois. Ils jouent les Colts. Ah non, les Colts, c'est les Lions. Les Colts, c'est les Lions. Ouais, je crois qu'ils sont Ah, c'est en Lions. repos. Ils sont en repos cette semaine. Ah non, bah non. C'est le Monday Night Football, Non, j'avais non. oublié. Le duel des frères Arbo. Ah oui, j'avais Contre oublié. les Donc on va en Chargers. parler. On va en parler tout à l'heure. Bah oui, désolé pour ce petit contretemps. En tout cas, merci beaucoup Kevin pour ce débrief. Et puis donc, on va quitter la neige donc de Cleveland pour s'intéresser à notre thème de la semaine. Le thème de la semaine, Kevin, il va intéresser beaucoup de monde, il va intéresser beaucoup de personnes. Il y aura probablement du débat dans le chat et je vous encourage dans le chat à mettre des noms. Voilà, si vous voyez le thème passer, bah, mettez des noms. Voilà, pourquoi pas, voilà, que Kevin et moi puissent argumenter. En tout cas, ce thème va être très passionnant puisqu'il s'agit de construire notre quarterback parfait pour la NFL d'aujourd'hui. Et oui, parce que le jeu évolue au fil des années. Et même Kevin, hein, on pense que le poste de quarterback arrive peut-être à un plafond. Et il y a des jeunes qui n'arrivent vraiment pas à se renouveler. On a des quarterbacks d'expérience qui sont un peu en déchéance. Coucou Aaron Rodgers. Et on a des quarterbacks à leur prime qui ne sont pas forcément réguliers, on va dire, ou alors qui sont plombés par leur défense, hein. Je pense notamment à Joe Burrow. Voilà. Ou des quarterbacks blessés aussi, alors qu'ils sont à la face de large. Donc, pour ce quarterback parfait, on a divisé cette section en 2 parties, Kevin. Donc, on a une partie physique, voilà, pour voilà, vraiment physiquement, comment le quarterback doit être construit. Et puis, on a les facultés mentales, donc c'est-à-dire l'intelligence de jeu, savoir lire les tracés, la mobilité, donc, et ensuite les qualités d'improvisation. Voilà, on va partir là-dessus pour, euh, pour décortiquer notre quarterback idéal. Alors voilà, là, on voit déjà des personnes dans le chat qui commencent à mettre leurs suggestions. Le quarterback parfait, c'est Josh Allen. On peut passer à la rubrique suivante. Oui, pourquoi pas. Tu peux passer à la rubrique suivante. Ou alors, tu peux nous écouter également si tu veux avoir aussi un quarterback plus parfait que Josh Allen. Voilà. Est-ce que Josh Allen va être cité dans dans ce quarterback parfait? On verra bien. Donc, on va commencer par le physique, Kevin. Et notre première rubrique sur le physique, notre premier, on va dire, sujet, c'est... Alors, j'ai perdu le fil du sujet parce que là, c'est c'est un peu chaotique. Ouais, on va passer, bah, déjà, premièrement,
c'est normal, le quarterback doit d'abord lancer avec son bras, Kevin. Et Peut donc, aider. il y a différents types de bras, on va dire. Il y a des bras puissants, il y a des bras précis, il y a des bras où ça manque de vélocité, il y a des bras où la vélocité est très très forte. On a aussi la mécanique, voilà, donc le travail du bras. Et donc, le but, c'est de combiner la précision et la puissance. Et donc, Kevin, a vraiment ce bras parfait pour la NFL moderne? Bah, on est parti sur cette option pour Aaron Rodgers. Alors, les gens qui suivent la NFL depuis 2 saisons doivent se dire comment ça, Aaron Rodgers, jamais de la vie, c'est le meilleur bras. Ouais, Mais faut jamais quand de la même se vie. rendre compte faut quand même se rendre compte de la carrière monumentale qu'a réalisé Aaron Rodgers avant son passage aux Jets, aux Packers. Ça a été extraordinaire. Alors, c'est pas le bras le plus puissant qu'on ait vu, mais quand on allie la puissance et la précision, c'est difficile de faire mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui est à 65% de passes complétées sur toute sa carrière. Il a toujours été très précis, toujours su utiliser beaucoup de receveurs, peu importe les noms, toujours être performant et ouais, c'est quand même un nom qui s'impose dans cette catégorie. Voilà, vraiment la combinaison puissance et précision, franchement, je ne vois pas. Alors oui, il y a d'autres joueurs qui ont vraiment cette combinaison. Mais clairement, au-dessus d'Aaron Rodgers, j'en ai pas vu un. Enfin, depuis que je suis le foot américain, j'en ai pas vu un. On a pensé à d'autres joueurs, hein, évidemment, Kevin. On avait notamment peut-être Josh Allen, qu'on va peut-être citer plus tard. Mais en tout cas, dans cette combinaison puissance-bras, il y avait vraiment pas mieux, puissance-précision. On n'avait pas mieux, en tout cas, en termes de bras. Alors, je vois Victor R. Je me demande si c'est Victor de la rédaction qui nous dit: Je ne suis pas fan, mais le meilleur bras, c'est AR. Anthony Richardson, probablement. Ou Aaron Oui, bah oui, Rodgers, peut-être. c'est un nom qui s'impose. Voilà, c'est un nom qui s'impose. Alicia Matt qui nous dit Justin Herbert. Oui, on a considéré Justin Herbert, mais la précision, c'est pas trop ça, on va dire, pour le moment, même si il se débrouille bien avec les receveurs qu'il a cette saison. Sur la Toi, génération précédente, il y a aussi Ben Roethlisberger qui était un bras immense, mais voilà, au niveau de la précision, on y est moins, donc c'est plus compliqué. voilà, clairement. Et puis, on a également ouais, Aaron Rodgers Prime, oui. Rodgers 2024, non. Et clairement, bah oui, c'est ce que Kevin a un peu dit. Clairement, si on se base sur les 2 dernières saisons d'Aaron Rodgers, déjà, la saison dernière, il n'était pas là. Et là, cette saison, clairement, on peut le jeter un peu à la poubelle. Les Jets qui ont fait un peu l'actualité aussi cette semaine avec l'éviction du manager général, Joe Douglas. Bon, j'en ai pas parlé avant, mais c'est un peu le bordel. Mais je pense qu'on va en parler durant un prochain fauteuil, probablement dans un autre thème qui s'appelle les déceptions de la saison. Donc, le meilleur bras, Aaron Rodgers, on va passer à un autre thème, Kevin, et cet autre thème, c'est le meilleur jeu de jambes. On va dire celui qui court avec le ballon, celui qui peut tourner la tête des coordinateurs défensifs. Il y a beaucoup de coureurs qui courent, hein, mais enfin, quoi. Beaucoup de quarterbacks, pardon, qui courent. Mais Kevin, c'est évident, il y en a un là cette saison qui court beaucoup. Oui, bah cette saison et les précédentes, évidemment, Lamar Jackson, quand on pense à un quarterback qui court, on ne voit que lui. Voilà, on le voit que lui. Et Mais clairement, Lamar, c'est impressionnant aussi à la course depuis qu'il est arrivé en NFL. ouais, c'est vraiment impressionnant. Bon, il y a 2 saisons, 1 milliard en tout début de carrière à la course. Aujourd'hui, il est quand même plus équilibré dans ses choix de jeu. Il court un peu moins, mais toujours aussi efficacement. Voilà, il est toujours entre 5,5 et 6,5 yards par course. C'est quand même assez énorme à son poste. Et puis, c'est surtout intelligent. Il y a beaucoup de quarterbacks coureurs qui foncent tout simplement avec le ballon sans trop réfléchir. Lui, il court à bon escient de plus en plus. Et, euh, et ouais, il arrive toujours à contourner la pression et à s'en sortir. Il y a un tas d'actions encore cette saison où il transforme des jeux complètement négatifs en un first down, voire en touchdown des fois. Donc, c'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Ouais, c'est vrai que cette saison, il y a probablement peut-être la meilleure action de la saison, c'était face aux Bengals, quand il arrive à échapper de Ouais. la pression. Et après, il va chercher la première tentative pour atterrir un yard de la zone rouge.
une action magnifique. Limite, moi, je regarde en boucle toutes les semaines. Voilà, c'est c'est absolument prodigieux. Mais surtout, même quand je parle de meilleure jambe, parce il y a courir pour gagner la première tentative, mais il y a aussi courir, enfin, il y a aussi savoir gérer dans la poche. Et là, Lamar Jackson, il a vraiment fait un travail dessus au fil des années. Ouais, bah c'est ça qui est impressionnant. Il sent bien la pression, même son côté aveugle, il est rarement pris à défaut. Il trouve toujours le petit espace. S'il a besoin de reculer, bah, évidemment, son premier pas prend de vitesse la plupart des défenseurs, mais il est aussi capable de voir s'il faut avancer et prendre le petit espace face à lui et sortir. Voilà, c'est la palette complète au niveau de la course. Ouais, il a, comment dire, lors de sa saison, la première saison MVP, je me suis même fait la réflexion en disant il est peut-être en train de révolutionner le poste plus que un certain Patrick Mahomes. Mais Mahomes, peut-être on en parlera plus tard, qui sait. Voilà. Donc, en tout cas, pour le physique, pour en tout cas le jeu de jambes, on va dire, c'est Lamar Jackson qu'on a considéré dans ce domaine-là. Et puis, tu as le bras et les jambes, mais après l'ensemble physique, un quarterback costaud, capable de s'échapper et de ne pas prendre de sac alors qu'il est pourtant à deux doigts de le prendre. Euh, le physique parfait, finalement, pour notre quarterback idéal, Kevin, ce serait qui? Bon, bah, certains de nos auditeurs vont être très contents d'entendre le nom de Josh Allen dans cette catégorie qui est clairement le gros physique actuel à ce poste, capable de courir, capable de passer, capable de beaucoup résister aussi au choc. Voilà, par moments, on se demande si c'est pas un linebacker qui joue quarterback, tellement il a l'air impressionnant et résistant au choc. Ah, clairement, Josh Allen. Alors, j'ai pas la mensuration sous les yeux de Josh Allen. Je sais pas si tu les as, mais oui, c'est 1 m 80, 95, il me Moi, semble, hein, pour 100, 110, 115 non, kilos. Mais oui, clairement, c'est. Mais ouais, en tout cas, c'est un physique comme ça, un physique, comme tu l'as dit, de linebacker. Mais même, quand il court comme ça, Josh Allen, pour gagner des premières tentatives, même pour aller au touchdown, t'as l'impression que rien ne peut lui arriver. ouais, c'est ça. Bah, le physique d'ailleurs 1m96 pour 108 kilos, voilà, c'est Ah, pour un voilà. quarterback. Voilà, Mm. quand on repense à des joueurs comme Drew Brees, ça peut faire rougir un peu de voir un tel gabarit capable de lancer aussi bien. Et ouais, il est vraiment impressionnant, rapide, précis, physique. Pff, c'est vraiment impressionnant à voir jouer. Ouais. Mais surtout, depuis le début de sa carrière NFL, on se disait, ouais, Josh Allen, il fait que courir. J'ai peur pour la suite de sa carrière. On a peur voilà, qu'il soit tout le temps en protocole commotion. Mais comme disait bien Otterskill, Josh Allen, il est rarement blessé. Je me demande même combien de matchs il a loupé depuis le début de sa carrière NFL parce que c'est impressionnant la résilience qu'il y a. Et ça, c'est grâce à un énorme physique. Ouais, bah écoute, j'ai les stats sous les yeux. Il en rate 4 en 2018 et il en rate un en 2022. C'est tout. Waouh, Sinon, il est 5 toujours sur le matchs. terrain. Hmm. Ouais. Mais bon, le gros physique doit beaucoup l'aider. Et oui, les débuts de carrière, on se demandait un petit peu, il y avait besoin de réglages. D'ailleurs, on en revient à ce qu'on a pu dire dans les épisodes précédents, en disant Mhm. qu'il fallait laisser du temps au jeune quarterback. Ben voilà, on lui a laissé une saison complète où on se posait beaucoup de questions sur son niveau réel. Et voilà, et c'est un joueur qui avait besoin de beaucoup de réglages, sans comprendre ça, comprendre quand courir, comprendre quand passer. Et voilà, ça, il l'a bien compris dès sa deuxième saison. Et depuis, ça arrive à crescendo. Et cette saison, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire avec finalement peu de grands receveurs. Oui, même des coordinateurs offensifs qui ont changé parce qu'il y a eu Brian Dabble qui l'a développé, il y a eu ensuite Ken Dorsey, là il a Joe Brady. Même avec trois coordinateurs offensifs, on sent qu'il monte en puissance et on sent même que physiquement, il peut même encore être plus fort. Et même quand on va le saquer ou quand on va le plaquer, tu as l'impression que le défenseur, ce sera juste un morceau de papier qui va le jeter à la poubelle, mais c'est vraiment impressionnant. Ouais, bah, il a la vivacité pour éviter un joueur, mais il a aussi la puissance pour complètement le renverser. Donc, finalement, quand il s'échappe, on voit toujours deux, trois joueurs qui se déplacent vers lui parce qu'un joueur ne suffira pas. Un Josh Allen lancé,
Hmm. Voilà, même un linebacker va avoir du mal à l'arrêter tout seul. Voilà, en tout cas, pour le physique, en tout cas, on va s'arrêter là. Le meilleur bras, Aaron Rodgers, on la combinaison précision-puissance. Les meilleurs jambes, que ce soit pour la gestion, pas la gestion de la poche, mais en tout cas la mobilité dans la poche ou la mobilité pour sortir de la poche, bah, Lamar Jackson. Et puis, pour terminer, le physique, donc le fait de résister au contact d'un défenseur, d'échapper à la pression et de ne pas avoir peur d'aller en contact, Josh Allen. Donc, alors oui, on a pris des quarterbacks d'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, il y a des quarterbacks anciens, parce que clairement, peut-être que aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais en introduction, on n'a pas forcément des quarterbacks qui sont meilleurs que les anciens dans un domaine. Justement, on parle d'un point de vue mental maintenant, et on a catégorisé ça, Kevin, en trois parties, là aussi. Donc, on a l'intelligence de jeu, la mobilité, donc la mobilité, c'est-à-dire sur un terrain, c'est voilà, faire les bonnes courses qu'il faut, chercher les premières tentatives qu'il faut, ne pas foncer droit sur un joueur. Donc là, c'est ça la mobilité et la mobilité dans la push. Et également, en termes mental, l'improvisation. Eh oui, l'improvisation, savoir créer des jeux, avancer les chaînes pour pouvoir gagner des premières tentatives. Donc, je vois qu'il y a des gens dans le chat qui font Ah, voilà, bah oui, c'est ça aussi un quarterback. Parce que un quarterback physique, bon, ça, voilà, on a l'habitude d'en évaluer à la draft des quarterbacks physiques. Mais après, les quarterbacks mentaux, c'est là où c'est le plus dur à évaluer. Et d'ailleurs, avec Kevin, on s'est un peu creusé la tête pour trouver des quarterbacks, on va dire, qui ont ces qualités-là pour en faire le meilleur quarterback possible. On va commencer, Kevin, donc, par l'intelligence de jeu. Et là, parmi les quarterbacks actuels, on en a. Il y en a, en tout cas. Il y a des quarterbacks intelligents. Patrick Mahomes, en tout cas, en est un. Mais ce n'est pas forcément le meilleur, en tout cas. Mais en termes d'intelligence de jeu, il y a sans doute mieux dans les anciens quarterbacks que lui. Oui, dans des quarterbacks pas très anciens, voilà, dans cette catégorie, on a tendance à imaginer un peu un ordinateur froid, froid, distant, qui trouve toujours la bonne solution, qui calcule très vite. Et dans cette description, je pense que Peyton Manning est assez imbattable. Voilà, Peyton Manning, le quarterback, donc ancien quarterback des Colts et des Broncos. C'est vrai que Peyton Manning, avant le début de carrière, n'était pas forcément flambant en termes statistiques, mais ça a toujours été un joueur intelligent, capable de trouver les bonnes solutions, les bons tracés, d'identifier les bons tracés, le bon joueur démarqué. Et c'est ça qu'on attend d'un quarterback, voilà, qui est peut-être une statue, certes, mais qui trouve les solutions qu'il faut. Ouais, bah, on le voit là justement avec les Broncos. On a souvent vu justement avec les Broncos où quasiment il prenait le pas sur son coordinateur offensif. Il était sur la touche et c'est lui quasiment qui semblait redessiner les jeux, les repenser, même replacer ses joueurs. C'est des choses qu'on Mm. voit assez peu aujourd'hui. Les coachs ont vraiment pris la main sur le jeu et les quarterbacks se contentent de réaliser la vision de leur coordinateur offensif. Peyton Manning, il prenait vraiment la main. Et ouais, au Broncos, c'était quasiment lui le coordinateur offensif et ça a bien marché puisqu'il est reparti avec une bague. Exactement, elle est partie avec une pour sa dernière saison. D'autant plus que même quand on parle d'intelligence, c'est aussi donner le ballon à son coureur, donner des passes écrans. Là aussi où Tom Brady était très fort, en tout cas là-dessus, sur l'intelligence de jeu. Alors que, en fait, Tom Brady, il avait un schéma offensif et il le suivait très bien. Voilà. Après, il lançait très vite la balle. Donc là, si on parle d'un point de vue anticipation, je pense que Tom Brady est au-dessus. Mais là, on parle vraiment d'intelligence de jeu, de savoir pas vraiment d'improviser, mais de trouver le bon timing, la précision. C'est de ça vraiment dont on parle, Kevin. Aujourd'hui, qui s'en rapproche le plus de Peyton Manning? Est-ce que Mahomes, dont on a cité, j'ai vu aussi du Stafford, aussi du Josh Allen, pourquoi pas, dans le domaine de l'intelligence de jeu? Ouais, bah, je pense que dans la capacité d'adaptation et dans la capacité de faire plusieurs lectures très très rapides, Patrick Mahomes s'en rapproche quand même beaucoup, même si voilà, c'est un style de jeu totalement différent. Mais oui, Patrick Mahomes est toujours capable de voir tout ce que certaines défenses n'ont même pas encore vu. Lui, il l'a déjà analysé plusieurs fois.
Voilà, donc le chat est assez d'accord avec nous. Mahomes, donc actuellement, effectivement, comme disait Autorskill, qui est aussi un des joueurs actuels qui ont une belle intelligence de jeu et savent identifier les couvertures, les blitz, etc. Donc c'est ça, l'intelligence de jeu qu'on mentionne pour notre quarterback idéal. Là, on va passer à un domaine qui se rapproche du physique un peu, ce qu'on appelle le jeu de jambes. Et là, on va parler de mobilité dans la poche, mais de mobilité aussi efficace pour gagner des premières tentatives, efficace pour éviter les plaquages et efficace pour lancer le ballon en mouvement. Pareil, un peu à l'instar de Peyton Manning, on a décidé de prendre un joueur ancien, mais un joueur ancien qui était spectaculaire et très fun à avoir joué, Kevin. Ouais, un joueur qui a vraiment cassé les codes totalement à son entrée dans la ligue, puisque voilà, il est entré dans la ligue en 2001. On parle de Michael Vick, voilà, on parle beaucoup de Lamar Jackson aussi. Voilà, Michael Vick, c'était un peu le Lamar Jackson originel, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai que de base, l'origine, c'est Michael Vick. Le gaucher, en plus, Michael Vick, qui est passé chez les Falcons. D'ailleurs, j'ai même un maillot de lui chez moi. Et l'ancien des Eagles de Philadelphie. En plus d'avoir un bras, bon, qui était un peu un bras canon, on va dire, bien puissant, beaucoup plus que précis. Lui, c'était vraiment spectaculaire. Sa manière de courir. Et était quand même assez folle et ça pouvait vraiment faire tourner la tête des coordinateurs défensifs. Ouais, bah, si vous avez l'occasion de revoir des compilations vidéo de lui aux Falcons, même aux Eagles, voilà, ça pullule de touchdowns longue distance où il s'enfuit. On dirait un retourneur par moment, tellement il est capable de sortir de plein de plaquages, se faufiler, et ensuite, quand il met la vitesse, il était tout simplement irrattrapable. Alors, on parle d'une époque aussi où il y avait beaucoup de quarterbacks qui restaient dans leur poche. On a parlé de Peyton Mhm. Manning avant, des Tom Brady, des gens comme ça. C'était beaucoup de quarterbacks de ce genre-là. Drew Donc, Brees voir arriver également. un Michael Vick, c'était monumental. Ouais, Drew Brees également faisait partie de ce lot-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Michael Vick, c'est clair qu'en termes de mobilité, est-ce que c'est plus efficace aujourd'hui qu'un Lamar Jackson? En fait, limite, Lamar Jackson pouvait mettre dans les deux si on le voulait. Après, on voulait faire découvrir 6 joueurs, en tout cas, pour ceux qui suivent pas vraiment la NFL depuis le début. Mais Michael Vick, regardez en tout cas les highlights sur YouTube. Alors oui, on nous mentionne que oui, Michael Vick n'a pas eu un comportement irréprochable tout au long de sa carrière. Oui, oui, effectivement. Mais en tout cas, c'était un joueur vraiment fun à regarder et qui, limite, a peut-être fait aimer la NFL à beaucoup de personnes, notamment aux États-Unis. Et c'est clair que, voilà, sans lui, peut-être que maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, voilà, ne couraient pas autant, en tout cas pour cesser de se débarrasser du ballon, mais aussi pour essayer d'obtenir un tentative. En tout cas, Michael Vick, le jeu de jambes était quand même assez exceptionnel, un point de vue. On a aussi cité, Kevin, dans cette rubrique, Kyler Murray dans le chat. Il était considéré Kyler Murray, mais il me semble c'est Jeremy Fox 88. Oui, Kyler Murray sort parfois trop vite de la poche. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans la meilleure mobilité. Ouais, Kyler Murray, oui, sur la vitesse pure, il y a aucun doute qu'il rentre dans cette catégorie. Après, il y a encore des mauvais choix qui se font et ouais, c'est clairement en dessous encore d'un Lamar Jackson, d'un Michael Vick, de ces joueurs-là, c'est certain. Ouais, il arrive à éviter des sacs, mais c'est vrai que c'est parfois un peu trop unidimensionnel. Même si quand il court, ça reste quand même impressionnant, ça reste quand même fun à regarder. Mais c'est pas encore assez efficace. Peut-être qu'il dépassera Michael Vick et lorsqu'il fera des jeux incroyables, on a déjà fait, hein, notamment pour André Hopkins sur une Hail Mary incroyable chez contre Buffalo, il me semble. Mais c'est trop rare pour être souligné. Mais en tout cas, pour échapper à la pression, oui, Kyler Murray fait partie des meilleurs, mais c'est pas le meilleur en tout cas en soi. Pour terminer, Kevin, je pense que c'est peut-être la qualité qu'il faut à tout quarterback que ce soit un quarterback jeune, un quarterback vieux, un quarterback en deuxième division, un quarterback même en championnat de France, c'est l'intelligence de jeu.
L'intelligence de jeu, c'est très important et on a envie de terminer par là. Le QI football, comme on dit généralement en NFL. Alors, Kevin, on avait beaucoup de noms également à notre disposition pour le QI football, mais on est obligé de terminer par lui. Il a gagné le Super Bowl l'an dernier. C'est Patrick Mahomes. Ouais, Patrick Mahomes, évidemment, c'est incontournable quand on décrit cette catégorie. C'est sûr qu'un quarterback, c'est bien beau la théorie du coach, le schéma mis en place. Mais quand tu as le ballon dans les mains et qu'il faut performer, souvent ça se passe pas comme prévu. Et Patrick Mahomes, quand ça se passe pas comme prévu, il est rarement aussi fort que là. Il trouve toujours la solution. Alors, il a avec Andy Reid un des coachs les plus intelligents, les plus forts de sa génération pour mettre en place les choses pour performer. Mais les rares fois où ça marche pas, quand tu as un quarterback comme Patrick Mahomes qui trouve toujours la solution, qui est capable de sortir de sa poche, d'éviter la pression, de trouver le receveur que personne n'a vu, c'est vraiment impressionnant. Et on a l'impression que quand il a la balle dans les mains, il va toujours trouver une solution. Et il va toujours trouver, même plus qu'une solution, il va trouver la solution pour aller le plus loin possible, pour gagner le plus gros gain et pourquoi pas aller au touchdown. Mais surtout, Patrick Mahomes, c'est aussi des retournements de situation. On a l'impression que le mec panique jamais. C'est-à-dire qu'il est capable de courir, donc à bon escient, il est capable de faire la passe comme il faut. Et limite maintenant, avant, il était plus concentré sur les petites fenêtres à trouver. Mais là, maintenant, j'ai envie de te dire, il fait de l'impro, mais de l'improvisation un peu, on va dire, de manière calculée. Par exemple, lancer de la main gauche ou alors lancer en cuillère. Bref, c'est peu importe ce qu'il va faire, tu as l'impression que ça va toujours marcher. Ouais, il a pris la confiance, il tente des choses qui sont complètement proscrites dans toutes les écoles de quarterback, on va être honnête. Et ça marche à chaque fois. Je trouve que les Chiefs aussi lui ont donné tellement les clés que, voilà, on s'en fout un peu qui est en receveur. On prend le premier qui passe, qui était au chômage depuis 3 semaines ou un mois, on le met dans l'équipe. Voilà, Mahomes va lui lancer le ballon, il va sortir un match à 60 yards et 2 touchdowns à un moment donné, et ça fonctionne. L'année dernière, il remporte un Super Bowl avec probablement un des corps de receveurs les plus faibles qui ait jamais gagné un Super Bowl, et voilà, il s'est mis au niveau, il a battu à peu près n'importe quelle équipe, et à la fin, c'est lui qui part encore une fois avec la bague. Donc, vraiment impressionnant. En termes d'improvisation, en termes de QI football, ça, c'est vraiment parfois prodigieux ce qu'il fait. Il lit très bien les couvertures et est parfois capable de s'adapter aux changements de couverture. Et c'est ça qui est parfois prodigieux. Sa première saison, il a 50 touchdowns. Alors oui, cette saison, il est un peu moins génial, on va dire, mais on sent qu'il peut toujours créer de la magie. Oui, bah c'est sûr que statistiquement, c'est de loin sa moins bonne saison. Après, on le voit, plus sa carrière avance, plus il vise les playoffs et plus il se désintéresse aussi de la saison régulière. Peut-être. On voit bien que dans sa façon de jouer, il y a encore les éclairs. Le vrai Patrick Mahomes est encore là, et il ne manque qu'à éclore. Et peu de gens doutent qu'arrivé en playoff, on va retrouver le vrai Mahomes. Voilà, en tout cas, et c'est ça en fait qu'il faut, c'est qu'en playoff, on a besoin parfois de génie. Patrick Mahomes a été 3 fois un génie, donc une fois en 2019 et 2 fois en 2023 et en 2024. Donc voilà, c'est avec ce quarterback, en tout cas ce prototype-là que vous présente Camille, avec le bras d'Aaron Rodgers, les jambes de Lamar Jackson et le physique de Josh Allen. Donc ça, c'est la partie physique. Mais ensuite, il faut avoir les qualités aussi mentales, l'intelligence de Peyton Manning, la mobilité de Michael Vick et l'improvisation de Patrick Mahomes. Vous pouvez en faire un quarterback, mais vraiment ultime pour la NFL moderne. Kevin, on est bon. Kevin, sur le chat, il y a 2 quarterbacks qu'on n'a pas cités. Et ça a été cité dans le chat. Forcément, on n'en a pas parlé d'eux, mais en même temps, est-ce que finalement le quarterback aussi, on sait que c'est l'élément central pour gagner un match foot américain, mais est-ce qu'on n'oublie pas les autres joueurs? Parce que finalement, Tom Brady et Joe Montana, qui n'ont même pas été cités parmi nos quarterbacks, est-ce que finalement, ils étaient vraiment les meilleurs dans leur domaine ou est-ce qu'ils étaient vraiment complets, mais pas forcément les meilleurs, en tout cas dans un domaine respectif?
Ouais, c'est sûr que ça peut faire tâche de pas citer quasiment les deux joueurs qui sont le plus cités pour être le meilleur joueur, le meilleur quarterback de tous les temps. Voilà, Joe Montana, c'était probablement le joueur qui se rapprochait le plus finalement du quarterback parfait qu'on a cité. Il savait à peu près tout Mm. faire. En avance aussi beaucoup sur son temps. On parle d'un quarterback fin 80, début 90 qui savait à peu près tout faire. Et voilà, ça se voit aussi avec le palmarès où il a pris énormément de titres. Et puis Tom Brady, il y a Tobor qui nous dit le leadership de Tom Brady. Alors, normalement, les quarterbacks doivent tous avoir un leadership, hein. Après, effectivement, est-ce qu'il y a de meilleurs leaderships, est-ce qu'il y a un mauvais leadership? Ça, c'est à déterminer. Mais normalement, tous les quarterbacks doivent avoir le leadership. Et c'est vrai que, par contre, Tom Brady, oui, il a gagné 7 titres. Mais c'est vrai qu'il se rapprochait peut-être d'un Joe Montana en termes de palmarès. Mais par contre, en production, en tout cas, par exemple, c'est pas le quarterback qui va courir pour gagner les premières tentatives. Non, loin de là. Après, c'est sûr qu'on a pu rajouter une catégorie résilience et mettre Tom Brady Hmm, qui rentre par la petite porte en NFL en tant que doublure et qui s'impose c'est ça. petit à petit et puis qui devient complètement incontournable. Là-dessus, ça a été quand même extraordinaire. Oui, après le leadership, ils sont tous leaders dans la liste qu'on a sortie. C'est tous des grands leaders incontestés Hmm. de leur équipe et de la ligue. Donc, voilà, Tom Brady, pas plus que les autres, mais oui, c'est très complet. Après, voilà, il y aura toujours le débat, est-ce qu'il a toujours été au bon endroit au bon moment? C'est un peu le cas quand même avec les Patriots C'est ça. qui avaient le bon système pour le bon joueur avec les bonnes personnes autour de lui. Et voilà, et après, il s'est pas privé pour accumuler les bagues. Voilà, exactement, 7 bagues donc pour Tom Brady. Mais il y en a d'autres, hein, des quarterbacks qui ont été vraiment très bons. Vous ne pouvez pas tous les citer, hein, notamment. On a aussi pensé à ceux qui suivent la NFL depuis peu, hein, et donc c'est pour ça qu'on a mis aussi des quarterbacks actuels. Il y a Troy Aikman qui vient d'être cité par Fabien Aubard. Oui, Troy Aikman qui était un excellent quarterback. Dan Marino également était un excellent quarterback pour les Dolphins de Miami. Et voilà, on ne pouvait pas tous les mettre, mais en tout cas, merci beaucoup au chat aussi d'avoir joué le jeu. Et merci à toi, Kevin, voilà, d'avoir constitué ce quarterback ultime à mes côtés. Voilà pour le thème de la semaine. Et on va passer donc maintenant à la préparation parce qu'on est à 40 minutes des premiers matchs NFL de cette semaine numéro 12 à 19h. Et Kevin, c'est notre instant préféré, les cotes avec notre partenaire de paris en ligne Unibet. Euh, Kevin, depuis 2 semaines, là, on n'est pas très bon. Et ça doit changer. Non, on est un peu dans le trou. Voilà, on est Ouais, un peu. on est un peu dans le trou en ce moment. Je pense que les bookmakers commencent commencent à s'adapter et à mieux lire un peu les matchs. Donc voilà, les opportunités se réduisent, mais on retourne au combat cette semaine. Allez, on retourne au combat. Et donc, pour commencer, Kevin, quel est notre combiné simple, en tout cas, notre premier match dont on va parler aujourd'hui? On commence avec un match de division du côté de la NFC Nord avec une victoire des Vikings face aux Bears. Voilà. Une victoire des Vikings sur le terrain des Chicago Bears. Ah oui, je vois la cote à 1,53 des Vikings et un cote à 2,33 pour les Bears. Euh, on, on va en parler lors de Ouais, l'avant-match tout à l'heure, mais le, 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 ouais, ouais, vas-y. Pardon. le presque bon coup des Bears la semaine dernière face aux Packers a peut-être redonné un peu confiance aux bookmakers. Mais bon, les Vikings me semblent quand même nettement favoris. Ouais, on verra bien en tout cas. Donc les Minnesota Vikings donc sur le terrain des Chicago Bears. La deuxième équipe donc de ce combiné simple et même la troisième. On va aller probablement vers deux des équipes, une équipe qui est en pleine forme et une équipe qui est revancharde. Exactement. Donc on va se concentrer sur le Eagles-Rams avec bon, une victoire des Eagles qui semble quand même nettement au-dessus sur tous les compartiments du jeu. J'ai envie de dire que tant que Saquon Barkley est sur le terrain, les Eagles ne craignent pas grand-chose. Et voilà, donc une victoire à 1,61 pour les Eagles. Et puis on part du côté de Baltimore après pour notre dernière cote simple. Ouais, exceptionnellement, on a pris un match du lundi, donc il faudra être un peu patient si nos deux premiers résultats passent. Mais voilà, C'est ça. on continue avec les Ravens qui vont être revanchards après la dernière semaine et qui vont vouloir gagner à nouveau.
Et donc, avec les Vikings, les Eagles et les Ravens, si on mise 5 euros, on a 20 euros de gain potentiel. Voilà, c'est très bien pour une cote simple. Donc, il va falloir attendre mardi pour recevoir cet argent. Voilà, je le dis d'avance, hein, mais clairement, je pense que ça va marcher. Donc, voilà pour les cotes simples. La cote YOLO, tu me fais plaisir, Kevin, pour la cote YOLO, parce que on va du côté du MetLife Stadium, si j'ai bien compris. Oui, alors écoute, la phrase ne jouez que l'argent que vous pouvez perdre n'a jamais eu autant de sens qu'en jouant le pari que je vais dire maintenant. Mais, euh, mais oui, les Giants qui se sont débarrassés de Daniel Jones, nouvelle réalité. De Vito qui aime bien gagner un match par saison. Bon, pourquoi pas aujourd'hui avec ce match face aux Buccaneers? 3,05 la cote des Giants. Et ouais, avec le changement de quarterback, forcément, ça va jouer clairement. Donc, oui, les New York Giants donc, qui rebondissent face aux Buccaneers. Dans ce combiné YOLO, on a qui encore, Kevin? Écoute, dans la continuité des quarterbacks qui changent cette semaine, écoute, on tente le 49ers face aux Packers. Voilà, les Packers qui sont le meilleur ennemi des 49ers qui gagnent quand même très régulièrement face à eux, surtout au Lambeau Field. Donc bon, voilà, pourquoi pas le tenter à cette cote, c'est quand même intéressant. Ah là là, 3,08. Ah ouais, la cote des 49ers sans Brock Purdy. Ouais, comme quoi, hein, le changement de quarterback, ça a une incidence sur les cotes, forcément. Et on en parlait, hein. Si on avait notre Ouais. quarterback ultime qu'on vient de construire, la cote, elle sera à moins de 1, forcément, Kevin. Non, c'est ça. Ouais, bah, je pense qu'avant la. Ouais, c'est ça, avec le quarterback ultime, ouais, ce serait victoire assurée. Mais ce serait pas très intéressant de parler sur. Ah non, clairement. Ouais, c'est pas très intéressant si on peut miser un peu d'argent dessus. Et puis, pour terminer, alors, de ce que je vois, de ce qu'on a préparé, ouais, c'est bien ça. On a après un choc de division. Le match probablement de la semaine, en tout cas, qui a été développé par Raoul et Jean-Michel lors de la preview. On va là-dessus, Kevin. Ouais, beaucoup de potentiel offensif dans ce match. Bon, les bookmakers semblent penser que c'est vraiment du 50-50. Je vois quand même les Cardinals face aux Seahawks être un peu mieux en ce moment. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a de bonnes chances, surtout qu'ils ont la pression de continuer à gagner pour regarder la main sur cette NFC West. Ouais, exactement. Et donc avec ça, dans 1,83, les Cardinals sont légèrement favoris, mais c'est vrai que là, il y a du 50-50, effectivement, entre les Seahawks et les Cardinals. Ce sera 22h25 donc dans ce duel NFC West, peut-être pour les Cardinals, pour s'envoler en tête de la NFC West. Ça te fera plaisir, Kevin, évidemment. Donc, alors, une cote à 17-19. Alors, oui, avec 5 euros, bah, là, il y a ouais, quasiment. Parce que là, je vois pas très bien sur mon image, donc Kevin, donc c'est 80, ouais, 90 euros là, c'est bien ça. Ouais, non, c'est ça, 85 euros Ouais, de gain, donc on gagne merci aux Giants. potentiellement. Voilà, exactement. Merci. Vous avez pensé à moi évidemment quand les Giants vont gagner tout à l'heure à 19h face aux Tampa Bay Buccaneers avec Baker Mayfield, avec Mike Evans de retour en plus, et même Jamal Dean, le cornerback, est de retour pour l'équipe des Buccaneers. Malik Nabers, il met 3 touchdowns. Voilà, c'est dit. Pour ce match-là. Bon, je, je m'enflamme un peu trop. Oui, je m'enflamme un peu trop. Ok, bah merci Kevin pour ces. Bah non, ah non, j'ai pas terminé. J'ai oublié Il nous en le reste un, match. hein, Niti. Ouais, le match de M6 Plus, Kevin. Indianapolis Colts contre les Detroit Lions. Et oui, qu'est-ce qu'on mise sur ce match-là? Est-ce qu'il y aura des points pour les Colts d'Indianapolis? Parce que les Lions, ils ont déjà fait beaucoup de dégâts aux attaques adverses. Ouais, c'est compliqué de jouer les Lions en ce moment. Bon, les Colts doivent essayer de prendre moins de 50 points. On va voir s'ils vont prendre moins de 50 points. Et donc, pour les Colts, tu as tout de même mis quelqu'un qui va mettre un touchdown. Oui, bah le nom incontournable du côté des Colts, c'est évidemment Jonathan Taylor, hein, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt du côté de l'attaque des Colts.
Voilà, Jonathan Taylor, donc à 1,95 la cote donc de Jonathan Taylor. C'est assez intéressant hein, parce que ça va pas être facile pour lui de marquer, mais on ne sait jamais. Je vois aussi la cote d'Anthony Richardson est pas mal, hein, 2,50. Ouais, c'est assez intéressant, mais c'est pas lui qu'on va faire marquer, enfin en tout cas qu'on va miser. En tout cas, Kevin, on mise désormais sur deux Lions pour marquer des touchdowns. Le premier, c'est un coureur également. Ouais, c'est toujours le gros débat. Quel coureur on choisit du côté des Lions? On sait qu'ils marquent toujours des touchdowns au sol, mais voilà, David Montgomery est souvent le favori numéro un, mais Jahmyr Gibbs marque quand même beaucoup. Donc cette semaine, je vais sur Jahmyr Gibbs plutôt que David Montgomery, qui est une cote quand même plus intéressante et qui marque beaucoup. Ouais. Ouais, Jamar Gibbs qui a marqué, il me semble, la semaine dernière, tout comme David Montgomery. Il en a marqué deux, il me semble, David Mhm. Montgomery, dont un à la réception. C'est pas évident. Choisissez votre poison, voilà, pour gagner de l'argent, mais ouais, c'est pas évident pour miser soit sur l'un, soit l'autre. Surtout que la défense des Colts, Kevin, on va pas se mentir, c'est une défense qui autorise beaucoup de points, mais également dans le domaine aérien. Notamment, je vois du Amon-Ra St. Brown, je vois du Jameson Williams, je vois du Sam Laporta, je vois du Tim Patrick. On mise sur qui pour que Jared Goff lance le ballon? Ouais, le panel est toujours assez large. Après, voilà, je dévie pas de mes préférences et là-dessus, j'ai choisi Sam Laporta, qui est quand même une belle option pour Jared Goff en red zone Une belle et qui est option en toujours très red intéressant au niveau zone. de la cote d'ailleurs. Ouais, 3 à la cote de Sam Laporta. Il y a Brock Wright aussi, l'autre Tyen, qui a une cote à 10. Lui, il faudrait peut-être s'en méfier, hein, parce que si ça déroule bien, il peut marquer un touchdown. Par contre, ce que je vois pas chez les Lions, c'est un touchdown d'un lineman offensif. Ça, j'en vois pas, en tout cas dans la liste. Mais non, mais non, je rigole, c'est une boutasse parce qu'ils sont capables de tout, tu vois. Les Lions, c'est probablement l'équipe la plus fun à regarder. Donc, de toute façon, restez en tout cas sur M6+, enfin, allez sur M6+, plutôt après le fauteuil parce que les Lions, ils vont peut-être n'en faire qu'une bouchée d'école, mais au moins, vous allez voir du beau football. Voilà. Après, vous allez peut-être voir également le gros bras de Anthony Richardson, voilà, pour ses receveurs. Mais clairement, voilà, les Lions sont faits favoris. Je dois faire un peu la moue là, sur cette suggestion. Oui, c'est Anthony Richardson, c'est pas le gros bras qui me vient en premier à l'esprit, mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Oui, il y a aussi le jeu de course, voilà, effectivement. Mais ouais, c'est vrai que on va voir si les Lions, je pense, est-ce qu'ils vont nous faire encore un truc de fou, c'est-à-dire ne pas lancer le ballon, que courir et gagner le match en NFL. Parce qu'en NCAA, c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a une équipe qui a gagné sans lancer une passe complète, plutôt. Donc c'est ce qui s'est passé ce week-end. Donc c'est très fort. Non, je pense pas qu'ils vont le faire, mais bon, ce serait quand même assez incroyable à ce niveau-là. Dan Coben n'est pas si maso que ça, pardon, pour aller un peu plus loin. Euh, on va passer à notre thème suivant, Kevin. Il nous reste une demi-heure d'émission, ça tombe bien. On va parler de l'avant-match maintenant et des pronos de la rédaction. Voilà, Camille qui affiche. Forcément, on a 0 point puisqu'on a tous misé sur les Steelers. On n'avait pas prévu la neige pour la victoire des Browns face aux Steelers. Hein. Bah oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, on va aller du côté des matchs de 19h avec tout d'abord, on a des matchs à l'unanimité au sein de la rédaction. Ce sont les Colts Lions qui est sur M6 avec Alain Maté et Rico Richard dans quelques minutes. Dolphins Patriots où tout le monde voit les Dolphins alors que les Patriots sont Drake May. Les Buccaneers qui se déplacent chez les Giants et les Giants avec ce changement de quarterback partent vraiment avec un déficit. On a aussi les Commanders qui battent les Cowboys. On a les Chiefs qui battent les Panthers chez les Panthers. Et on a également les Texans à l'unanimité qui bat les Titans. Donc, le seul match serré pour la rédaction, c'est le Bears-Vikings. Déjà, sur les 5 matchs qui font l'unanimité, Kevin, lequel vraiment tu vois plus serré qu'on le croit?
et lequel vraiment on se dit, ouais, il y a l'unanimité clairement à 100%, et là, je suis d'accord. Bah, honnêtement, je sais que ça fait pas l'unanimité, hein, mais je pense que Giants Buccaneers peut vraiment être plus serré qu'on pense. J'ai envie de croire au sursaut d'orgueil des Giants. Avec un nouveau quarterback, on sentait qu'ils avaient plus vraiment envie de se battre pour Daniel Jones. Ça peut beaucoup changer avec l'enfant de New York, de Vito. Ouais, Tommy DeVito, l'enfant de New York. Alors, même avec Mike Evans qui revient et Jamel Dean qui revient, tu penses que les Buccaneers ne vont pas rouler sur les Giants plutôt? Bah, j'ai pas trouvé ces dernières semaines la ligne offensive des Buccaneers très forte, alors que la D-line des Giants, c'est vraiment une grosse force pour eux. S'il y a une grosse force qui leur reste, c'est vraiment cette D-line qui est capable de mettre beaucoup de pression au quarterback adverse. Et Mhm. Mayfield, sous la pression, bon, on verra, mais je pense que ça peut être un beau traquenard pour les Buccaneers. Voilà, les Buccaneers qui sortent tout de même de semaines de repos. Il y a aussi ça à prendre en compte. Le match où vraiment l'unanimité fait l'unanimité, comme on dit, ce serait lequel parmi les matchs que j'ai cités? Bah, les Lions sont tellement forts en ce moment que je pense que peu importe l'adversaire contre qui on le mettra en ce moment, on verrait quasiment les Lions à l'unanimité tellement ils roulent sur tout ce qui se présente. Eh bah, très bien. Donc les Lions, donc peut-être à l'unanimité donc face aux Colts. Sur les autres matchs qui font l'unanimité, Dolphins Patriots et Dolphins avec Tua Tagovailoa de retour et avec ses receveurs fétiches face aux Patriots d'un Drake May qui est parfois un peu trop seul. Là aussi, est-ce que les Dolphins vont remettre la main, enfin en tout cas, pardon, continuent leur remontada, ou alors est-ce que les Patriots, avec leur orgueil, vont mettre la main sur ce choc de l'AFC Est? Clairement, les Dolphins doivent pas laisser échapper ce match. Bon, on a vu les Patriots quand même sur certains matchs capables de faire un peu la surprise, de tenir le match, de l'emmener un peu plus loin au quatrième quart, de garder ça serré. Donc pourquoi pas, les Dolphins sont pas spécialement rassurants ces dernières semaines. Il y a un peu de mieux, mais on retrouve pas du tout l'attaque explosive de la saison dernière. Pourquoi pas voir les Patriots s'accrocher et essayer de glaner quelque chose en fin de match. Mais malgré tout, oui, les Dolphins sont nettement au-dessus. On va s'intéresser au match le plus serré de 19h, en tout cas selon la rédaction. Les Bears face aux Vikings. Jean-Michel, Grégory et moi-même misons Bears. Les autres, les Vikings. Dans ce duel NFC Nord, est-ce que l'attaque des Vikings va prendre le dessus sur la bonne défense des Bears, ou alors est-ce que l'attaque des Bears se réveille et va donner un match plus serré qu'on le croit face à ces Vikings-là? Je serais plutôt de l'avis de faire confiance aux Vikings sur ce match-là. La défense des Bears peut être bonne par séquence, mais je la trouve quand même moins bonne que c'est à quoi on pouvait s'attendre cette saison. Leur attaque, j'ai quand même encore du mal à y croire. Caleb Williams progresse pas tant que ça. Keenan Allen n'est plus le Keenan Allen qu'on a connu. Voilà, Moore peut sembler un petit peu seul par moment. Il n'y a pas vraiment d'imagination malgré la variété d'armes qu'il y a. Donc, selon moi, les Vikings partent quand même avec de l'avance. Donc les Vikings, également pour Kevin, face aux Bears de Chicago. Les matchs à 22h, on a un duel AFC West entre les Raiders et les Broncos. On a un duel entre les Packers de Green Bay et les 49ers de San Francisco sans Brock Purdy et sans Nick Bosa. Et puis enfin, un duel NFC West entre les Seahawks et les Cardinals. C'est sur ce match-là où je vais faire un petit focus, Kevin. Seahawks-Cardinals. Les Cardinals, on l'a dit, pourraient peut-être s'envoler dans la NFC West, mais avec la victoire face aux 49ers, est-ce que les Seahawks peuvent vraiment les embêter, ces Cardinals, surtout à domicile? Ouais, les Seahawks qui ont repris confiance hein, dans cette fin de match face aux 49ers où ils ont réussi à aller chercher la victoire. Les Cardinals, bon, ils sont sur une balle lancée. Ça monte en puissance. Après, voilà, c'est pas une assurance de risque non plus face à des Seahawks qui peuvent être accrocheurs. C'est vraiment du 50-50. C'est toujours difficile de se mouiller sur ce match. Malgré tout, je pense qu'il est temps pour Marvin Harrison de sortir le gros match de sa saison rookie et c'est peut-être ce soir.
Exactement. Donc, Marvin Harrison Jr. ou d'autres joueurs des Cardinals pourraient sortir leur match de la saison. Les Seahawks récupèrent leur force malgré une ligne offensive toujours parfois un peu aux abois, alors que pourtant contre les 49ers, ils ont peut-être réussi leur meilleur match de la saison. Donc, peut-être qu'ils vont continuer sur cette lancée. Est-ce que on y croit aux Raiders face aux Broncos? Non, je vois pas vraiment comment ils pourraient avoir une chance. Déjà, pour eux, le challenge, c'est de déjà marquer des points, au moins 3 points, face à cette défense des Broncos qui est Ah ouais, monumentale depuis carrément. le début de la saison. Et puis après, on Marquer trois verra. points. Honnêtement, je serais même pas surpris que les Raiders ne marquent pas de points sur ce match. Oh là là. Donc, passez votre chemin, regardez un peu Bonix jouer et la défense interceptée Gardner Minshew. Bon, voilà. Après, si il y a vraiment une victoire Alexander surprise Madison des ne joue Raiders. pas non plus, il me semble. Donc, Ouais, mais bon. Alexander Mattison, enfin, si tu dis que lui il joue pas et que c'est un de tes meilleurs joueurs, au secours. Voilà, c'est un peu dramatique quand même, ce qui se passe aux Raiders. c'est les Raiders. Pardon pour, euh, pour les supporters des Raiders. Est-ce que sans Brock Purdy et Nick Bosa, on y croit aux 49ers? Réalistement, non, pas vraiment. Les 49ers, avec Nick Bosa et Brock Purdy, ont quand même du mal cette saison. Voilà, sans eux, ça va être compliqué. Peu de gens, d'ailleurs, comprennent pourquoi c'est Brandon Allen qui va démarrer alors qu'il y a du Josh Dobbs sur le banc Ah, il y a Josh qui montre Dobbs quand même de aux belles choses. 49ers. Ah ouais, alors ça, Ouais, je Josh savais Dobbs pas. qui a été pris pour Ok. être deuxième quarterback et qui a été relégué troisième quarterback depuis le début de la saison par Kyle Shanahan, Ah sans la d'accord. moindre raison apparente. Ah ok. Donc Josh Dobbs sera la doublure de Brandon Allen ce soir. Oh. Ah, je savais pas que Josh Dobbs était dans les 49ers. Ah, c'est dommage ça. Ok, Oui, intéressant. Ok. ça aurait peut-être pu donner Bon. quelque chose de plus intéressant encore que Brandon Allen, mais Ouais. bon, dans l'état actuel des choses, je pense que les Packers sont quand même nettement favoris. Ah, peut-être qu'il va regarder notre émission Le Fauteuil. Il va voir qu'il faut quand même de la mobilité pour gagner le match, hein. Mais bon, c'est vrai que pour le bras, par contre, on peut passer, je pense, pour Josh Dobbs. Mais bon, est-ce que Brandon Allen a un meilleur bras que Josh Dobbs? Bon, ça, c'est pas sûr non Pas plus. sûr. Ouais, voilà, ça, c'est pas sûr non plus. Euh, Le match du Sunday Night Football, le match du dimanche soir, opposera deux équipes de la NFC, les Rams de Los Angeles au SoFi Stadium face aux Eagles de Philadelphie. Les Eagles de Philadelphie sont très très en forme en ce moment. Qui peut les arrêter? Est-ce que ce sont les Rams, Kevin, qui vont les arrêter? Non, les Eagles sont Saquon Barkley. Fin de l'argumentaire. Fin de l'argumentaire, Saquon Barkley, ça suffit, voilà. Bonne chance donc aux Rams de stopper le coureur des Eagles, sachant que les Eagles n'ont pas Devonta Smith, mais bon, tant qu'il y a Saquon Barkley, voilà, il n'y a pas trop d'espoir. Seul Gregory Richard mise sur les Rams de Los Angeles. On est de tout cœur avec lui pour voir si Matthew Stafford peut cibler des Pukanakua ou des Cooper Cup à ses côtés. Et le match du lundi soir, le Harbo Bowl, comme on dit, entre le grand frère John et le petit frère Jim. Est-ce que ça va donner une opposition terre à terre? C'est-à-dire que ce match peut terminer en moins de 3 heures. C'est vrai que ça pourrait aller, ça pourrait aller assez vite dans ce match. Euh, Pourquoi pas? C'est un scénario qui peut être plausible. C'est la première fois que Jim Harbaugh retrouve son frère d'ailleurs avec les Chargers. Ça s'était pas Mhm. forcément bien passé pour lui quand il était coach aux 49ers où il a perdu un Super Bowl et un match de saison régulière. Voilà, Mhm. peu de chance finalement de voir un destin différent pour Jim Harbaugh. Ouais, sachant que Victor et Raoul misent sur les Chargers et les autres misent sur les Ravens. Surtout que les Ravens ont récupéré toute leur force, même sur la ligne offensive. Donc, voilà, ça promet un vrai duel, en tout cas au sol, entre Derrick Henry et le reste des coureurs des Chargers. Pour ceux qui sont friands de l'attaque aérienne, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aura des réceptions spectaculaires, peut-être, enfin, je sais pas, je t'avoue que. C'est pour ça que je disais que ça pouvait se terminer en moins de 3 heures, parce que voilà, ça commence à 2 heures du matin, heure française, ça peut se terminer à 4h30 cette histoire, hein.
Donc, Ouais, voilà. puis ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce que les anciens running backs, Dobbins et Edwards, peuvent faire avec les Chargers face à leur ancienne équipe. Voilà, il y a des petits matchs dans le match comme ça qui peuvent être assez amusants. Ouais, Greg Roman aussi, le coordinateur offensif, qui va être donc face à son ancienne équipe des Ravens de Baltimore. Voilà pour le programme de cette semaine numéro 12, très riche. Voilà, on espère avoir un peu plus de clarté après cette semaine sur qui va aller en playoff, qui ne va pas aller en playoff. Il y aura peut-être les premières équipes éliminées des playoffs après cette semaine, hein. On pense notamment même aux Jaguars qui ne jouent pas, mais pourraient être éliminés. Voilà, dès la semaine numéro 12. Donc voilà, donc on a terminé avec tout ça. Et ben, on va dire au revoir à Kevin et passer après au quiz de cette semaine. Kevin, merci beaucoup une nouvelle fois de m'avoir accompagné. Merci à toi, Nitinia, toujours un plaisir. Et puis, on va encore bien s'amuser devant ce dimanche de foot. Et ouais, on va bien s'amuser pour ce dimanche. N'oubliez pas, je le répète, mais je vais le redire de toute façon. Sur M6+, branchez-vous pour Colts Lions. Voilà, avec Alamate et Grégory Richard qui sont dans les starting blocks à un quart d'heure du début du match. Merci Kevin et probablement à la semaine prochaine pour les matchs du Thanksgiving qu'on va débriefer. Il y a 4 matchs de Thanksgiving qu'on va débriefer ensemble la semaine prochaine. Merci beaucoup Kevin. À bientôt. Salut, donc on va le Salut, salut. quitter là, on va le quitter Kevin. Donc juste là, voilà, c'est fait. Là, je suis en double fenêtre. Oula, là, je suis en double fenêtre. Là, on m'a coupé le visage là avec le double écran. On va passer au quiz. Alors Camille, on va fixer déjà les règles pour ce quiz pour gagner, pour la personne qui va gagner les cadeaux. La règle, ce sera quoi? C'est bah, celui qui répond en premier gagne le point, mais que si cette même personne répond faux à la deuxième question, bah, on lui retire un point, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Allô, allô, ouais. Ouais, comme tu veux, non, on peut faire juste des points. On peut Ah faire bah un juste point des par bonne points, non mais réponse, très on va bien, faire ouais. simple. On va faire un point par bonne réponse. Voilà, vous répondez donc sur le chat parce que malheureusement l'extension QuizKit n'est pas avec nous en tout cas pour cette semaine. Mais bon, voilà, on va essayer de faire le quiz. En tout cas, moi, je vais dire les propositions à l'oral. Et puis après, bah, vous répondez soit bon, soit faux. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, alors, quiz kit, c'est fini. Il est cassé. Quiz up. Je sais pas. On n'a pas de réponse pour le moment. Mais on va faire tout notre possible pour que la semaine prochaine, ça revienne. Mais là, pour le moment, on n'a toujours pas de réponse technique pour QuizKit. En tout cas, on va le faire à l'ancienne, comme on dit, comme aux premières heures du fauteuil et de répondre donc sur le chat. Donc, tapez vite sur le chat lorsque la question sera posée et sera affichée même sur le chat TD Actu. J'espère que vous êtes prêts à taper sur le clavier n'importe quoi. Ça concerne donc les quarterbacks et on va donc énoncer la première question, Camille. Donc, à l'heure actuelle, première question, c'est parti. Donc, à l'heure actuelle, qui est le meilleur quarterback au nombre de yards à la passe? Est-ce Kirk Cousins, Lamar Jackson, Joe Burrow ou Matthew Stafford? Ouais, Stéphanie de Monaco, Marco 74 foot, très belle référence. Voilà. Allez, on va laisser encore 10 secondes. J'ai pas mis de chrono, mince, il faut que j'ai un chrono sur moi. Maintenant, il faut que j'improvise. Et voilà, donc c'est terminé. La réponse est Joe Burrow. Ouais, Joe Burrow est la bonne réponse. Donc, oui, le premier, oui, c'est le meilleur quarterback. D'ailleurs, les Bengals, ils ont même des statistiques étonnantes puisqu'ils ont le meilleur quarterback au nombre de yards à la passe. Ils ont le meilleur receveur dans yards à la réception. Ils ont le meilleur joueur en nombre de sacs. Et pourtant, ils sont avec un bilan négatif. Donc, c'est assez incroyable. Donc, c'est dommage pour cette équipe des Bengals qui, clairement, offensivement, nous régale. Alors, deuxième question, un peu d'histoire.
quel quarterback est le leader de tous les temps en yards à la passe NFL? Est-ce Dan Marino, Drew Brees, Peyton Manning ou Tom Brady? Donc, quel quarterback est le leader de tous les temps yards à la passe en NFL? Est-ce Dan Marino, Peyton Manning, Drew Brees ou Tom Brady? Encore 5 secondes. Et la réponse c'était donc Tom Brady. Effectivement, ouais, Tom Brady, la majorité a répondu bon à Tom Brady. C'est bien lui. Alors, Drew Brees l'était à un moment, mais il s'est fait dépasser par Tom Brady ensuite lors de ses dernières saisons. Mais donc, c'est toujours lui qui reste donc en tête pour le moment. Alors, troisième question, ça concerne cette saison. Écrivez l'équipe, voilà, parce que ça sera une équipe. Pour quelle équipe jouait Kirk Cousins avant d'aller aux Falcons? Est-ce les Minnesota Vikings, les Washington Commanders, les Seattle Seahawks ou les Detroit Lions? Ouais, je pense que tout le monde a bien répondu à cette question. C'était bien les Minnesota Vikings. Alors, il était aux Commanders, c'était lors de sa draft, et puis il n'a jamais joué pour les Seahawks ni pour les Lions de Détroit. Donc, c'était la troisième question. Donc, Kirk Cousins qui joue aujourd'hui aux Falcons d'Atlanta. L'avant-dernière question, donc la quatrième. Ça concerne cette saison également. Attention, alors je ne sais pas si vous avez une bonne connexion Internet, mais en tout cas, écoutez bien. Quel quarterback a pris le plus de sacs cette saison? Est-ce CJ Stroud, Caleb Williams, Geno Smith ou Daniel Jones? Voilà, il y a peu qui se mouillent là pour ce genre de questions. J'ai vu un peu toutes les réponses là entre Stroud, Williams et Jones. Non, ce n'est pas Daniel Jones. Non, ce n'est pas CJ Stroud non plus. C'est bien Caleb Williams qui a pris le plus de sacs cette saison. Et oui, hein, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, on parlait de la ligne offensive des Bears qui laissait échapper je ne sais pas combien de défenseurs pour que Caleb Williams puisse se faire saquer. Mais oui, c'est bien Caleb Williams qui a pris le plus de sacs en NFL cette saison. CJ Stroud est deuxième. Daniel Jones n'est même pas sur le podium. Il est cinquième. Mais bon, de toute façon, il n'est même plus en NFL, en tout cas à l'heure actuelle. C'était bien Caleb Williams qui a pris le plus de sacs, en tout cas cette saison et à l'heure actuelle où on se parle. Voilà donc pour l'avant-dernière question. Et puis enfin, la dernière question, on va parler histoire. Donc, la dernière question, écoutez bien, quel quarterback est le leader de tous les temps au nombre d'interceptions en NFL? Est-ce Norm Snead, Frank Tarkenton, Brett Favre ou George Blanda? Donc, Norm Snead, Frank Tarkenton, Brett Favre ou George Blanda? Marco74 Foot qui a beaucoup regardé le sketch des inconnus, forcément. Donc, mais je pense savoir qui c'est. J'ai j'ai ma petite idée. Matetienne 34 aussi, apparemment. Voilà. Alors, il y a des réponses qui sont bien en NFL, mais c'était pas forcément la question. Je vois du Winston, du Mitch Trubisky. Ok, on a terminé. Norman Snead est deuxième. Mais sinon, c'est Brett Favre, le leader de tous les temps en nombre d'interceptions en NFL.
Donc, oui, l'ex-quarterback des Packers qui a lancé plus d'interceptions, mais il a lancé, enfin, en tout cas, le plus d'interceptions de tous les temps NFL, mais il a lancé plus de touchdowns en carrière NFL, mais ce n'était pas le premier. Donc, Brett Favre est bien le leader en nombre d'interceptions. Et Camille, est-ce que tu peux me donner le gagnant à l'oral, s'il te plaît? Oui, Christopher Nolan, interception. Ah oui, c'est ça. exactement. Le gagnant, bah, c'est un peu comme ça, mais ça va être Sirius 6 qui a donné deux fois la bonne réponse en premier et qui était toujours rapidement dans les premières questions. Donc, voilà. Eh ben, Chirius 6, félicitations, bravo à toi. Je vois la Minos qui a fait 5 sur 5, mais tu n'étais pas forcément rapide, malheureusement. Donc, on va donner cadeau à Chirius 6, voilà, qui remporte ce quiz. Bravo à toi. Et on va te contacter juste après le fauteuil pour notamment t'envoyer la récompense qu'il faut après cette émission. Il nous reste 5 minutes d'émission. J'en profite également pour faire mes remerciements également dans ce projet. Déjà, merci Camille pour la technique qui a assuré. Merci beaucoup à vous dans le chat d'avoir été présent, d'avoir été actif, notamment pour le thème de la semaine, le quarterback ultime en NFL. N'hésitez pas à mettre votre quarterback ultime NFL et les caractéristiques notamment précis, notamment en ce qui concerne les caractéristiques qu'on a données dans ce thème. Je rappelle que cette émission est sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne, Unibet, juste là, voilà, à ma gauche. Je rappelle également que toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. N'oubliez pas que après ce week-end, eh ben, il y aura tous les podcasts, donc tout ce qui est débrief, tout ce qui est preview, tout ce qui est jeunes joueurs avec moi-même et Jean-Michel, tout ce qui est fantasy avec Antoine Ajavon, et puis ensuite les chroniques avec notamment Si j'étais un rookie par Jean-Michel, et également le débrief des matchs de Thanksgiving la semaine prochaine dans le fauteuil. Je rappelle également que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @tdactu, sauf sur Instagram, @touchdownactu. Et je rappelle également qu'il y a le Tipeee également que vous pouvez mettre 1 ou 2 euros. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, lorsque vous mettez un tip, vous êtes récompensé avec un petit cadeau qu'on vous envoie à votre adresse. À votre adresse de livraison. Voilà, il nous reste 4 minutes, donc je vous prends quand même quelques questions pour clôturer cette émission. Mais s'il n'y a pas des questions dans le chat, notamment en ce qui concerne la fantasy, pourquoi pas, en ce qui concerne également la saison NFL, les destins des équipes, vous pouvez me poser des questions. De toute façon, vous pouvez toujours les poser aussi sur le site touchdownactu.com. Sur M6 Plus, Alain Maté, Grégory Richard me disent qu'ils sont prêts. En tout cas, ils sont en train de présenter l'avant-match. Moi, je vais aussi. Apparemment, la Mignos qui conteste le cadeau. Il a, il a vérifié. Bon, on va faire le point, la Mignos, sur ce coup-là. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vais me brancher sur M6 Plus pour Colts Lions. Je vous souhaite un très bon dimanche de NFL. Je vous souhaite également de passer de sorties couvertes et voilà, de ne pas tomber malade, en tout cas dans ces temps vraiment très très froids avec une température très très basse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt. Salut.